Fantastique. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je suis le local apparemment de l'étape puisque je travaille à l'Institut Bordet à quelques minutes d'ici en bus. À pied, c'est un peu plus long. Et on m'a demandé de parler du cannabis médicinal. C'est bien de cela dont on parle aujourd'hui. Je ne me trompe pas de sujet, mais parce que justement, je viens d'entendre tellement de choses qui sont assez complexes finalement. Tout ça a l'air très limpide, mais c'est assez complexe. Et ça me fait quand même réfléchir à beaucoup de choses. Alors, j'ai combien de temps pour... 20 minutes, c'est moins que les autres, hein. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste, mais enfin, j'accepte. Donc, je serai court, Alors, je vais vous parler du cannabis médicinal, mais j'ai quand même quelques réflexions. Il y a des éléments qui m'ont vraiment touché. Je n'ai pas réagi parce que c'était pas le moment, je pense, mais je suis frappé avec la façon avec laquelle maintenant on considère les troubles comportementaux chez les personnes de façon tout à fait différente de par le passé, qui est moins moralisante, plus compréhensive et qui n'a plus cette approche un peu sectaire, avec la difficulté de qualifier un trouble comportemental. Mais on pourra peut-être en discuter après. La question fondamentale, c'est pourquoi les gens prennent des substances pour se sentir bien. D'où ça vient ce problème? Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un problème nouveau. Moi, je vais vous parler plutôt du cannabis médical, utilisé dans le traitement de la douleur, mais je vais quand même faire un petit survol, même si parmi vous, certaines et certains en savent beaucoup plus sur le cannabis que la plupart des médecins. Mais je pense qu'il est important de rappeler un peu les choses. Ça, c'est mon jardin. Non, je vais appuyer sur le... Je pense qu'on peut avancer. Ça va fonctionner comme ça. Oui, ça fonctionne très bien. C'est mon potager au printemps. Pour cultiver du cannabis, il ne faut pas grand-chose. Il faut de la terre, du terreau, il faut un peu de purin d'ortie, parfois un peu de barre de café pour évacuer les parasites. Et donc voici mon jardin. Je ne vous montre pas tout. Ça a changé depuis, mais il est possible que dans mon jardin, je puisse cultiver du cannabis, même si en Belgique c'est interdit. Alors évidemment, j'assume, mais je ne vous dirai pas s'il y avait du cannabis dans mon jardin, mais je sais que dans les jardins d'à côté, il y en a. Donc ça, c'est une réalité. Et même si c'est interdit, même si on nous dit que c'est interdit. Alors, je vais aussi préciser quelques éléments assez rapidement. Vous m'excuserez pour certaines dire en anglais ou en français, mais ça, c'est peut-être, vous comprenez qu'en Belgique, on doit pouvoir utiliser plusieurs langues. Et quand on est dans le nord du pays, je préfère utiliser les dires en anglais. On parlait des troubles comportementaux. Dans la pratique médicale, il y a une entité qui est extrêmement inquiétante dans le comportement. Je ne parle pas des patients, je parle des médecins. Ce sont les médecins qui sont normopathes monomaniaques. Alors un normopathe, c'est une personne qui ne se soucie pas de la souffrance des autres, pour autant qu'elle n'appartienne pas à sa catégorie de personnes. Un médecin somaticien, je tire un peu sur la corde, ne s'intéresse pas à la souffrance psychique des cas psychiatriques. Ça ne le concerne pas. C'est un point délicat parce qu'on appréhende très mal la souffrance psychique des patients. Et le monomaniaque, c'est la personne qui ne s'intéresse qu'à sa façon de travailler. Pas d'autres méthodes, pas d'autres approches. Je viens d'entendre ici un exposé d'un collègue suisse qui bouleverse un petit peu la façon de penser les choses. Je trouve ça extrêmement rassurant. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est plutôt rassurant de savoir cela. Par contre, la médecine n'est pas une science. La médecine, ce n'est pas une science. Le médecin qui pense que la médecine est une science se trompe lourdement. La science, c'est Galilée qui fait tomber une bille sur un plan incliné qui va tomber toujours au même endroit. Si vous travaillez en médecine de la même façon, vous vous trompez chaque fois. On ne peut pas normativiser, on ne peut pas structurer systématiquement l'approche médicale, et c'est quasiment au cas par cas, ce qui prouve que la médecine n'est pas une science. Par contre, on confond souvent approche scientifique et rigueur. Il faut être rigoureux dans son travail, mais nous ne faisons pas de la science. Ça, c'est un point aussi. On pourra en discuter si vous voulez. Le meilleur traitement, la meilleure médecine n'existe pas. Il n'y a pas le meilleur antidouleur, le meilleur antipsychotique, le meilleur antidépresseur. Ça n'existe pas. Je viens en plus d'en avoir la preuve une fois de plus. Et alors, un dernier élément, c'est que le savoir, c'est de pouvoir mesurer l'ignorance de l'autre. Quand vous discutez avec quelqu'un et que vous évaluez son ignorance, vous savez où est votre connaissance. Et quand je discute avec des collègues, notamment du cannabis, je sais où est leur ignorance. Quand je parle du niveau zéro de la connaissance sur le cannabis, j'ai quelques exemples, même dans mon hôpital, où les gens n'y connaissent rien. Enfin, soit. Alors, en Belgique, je suppose qu'il y a ici des personnes qui ne sont pas belges, mais en Belgique,
nous avons une loi qui est la loi sur les droits des patients et qui précise dans un article très particulier qu'il faut traiter la douleur. C'est une loi, ce n'est pas un conseil. On est dans un pays où, malgré tout, il a fallu rédiger une loi qui précise que nous devons traiter la douleur. C'est quand même assez fondamental de le rappeler, même si, en pratique, c'est essentiel de traiter la douleur. Et alors, un autre cas particulier qui est la Belgique, mais enfin, on n'en est pas à un exemple rigolo près, c'est qu'on a eu un arrêté royal dans les années 2000, le 4 juillet, c'était le cabinet de Magda Alvout à l'époque qui avait proposé cet arrêté royal, qui proposait d'autoriser l'usage du cannabis naturel dans 5 indications médicales à des fins de recherche, pas à des fins de traitement, uniquement de recherche. Les indications sont reprises ici: douleur chronique, lorsque tous les traitements classiques ont été utilisés, la sclérose en plaques dans le cadre de la spasticité de cette maladie, le glaucome, hypertension intraoculaire, les nausées, vomissements liés à la chimiothérapie et le syndrome entre guillemets lié au sida, qui était sans doute le tableau d'anorexie, cachexie que l'on pouvait observer. 5 indications autorisées pour des recherches, ce qui veut dire qu'il y avait déjà en 2000 des connaissances sur le sujet. On savait qu'on pouvait étudier ces problèmes-là. Cependant, nous étions en Belgique et on pouvait le faire, mais on n'avait pas le produit. Il faut bien comprendre que le médicament cannabis n'existait pas et on a dû se tourner vers l'Angleterre avec la firme GW Pharmaceuticals qui produira ce qui va devenir maintenant le Sativex. C'est un petit exemple pour dire que nous avions déjà des connaissances il y a presque 20 ans, enfin on les a depuis longtemps, je vais y revenir tout de suite, mais nous étions dans un pays où on pouvait étudier le produit, mais on n'avait pas accès. C'est assez remarquable. Je veux dire, vous dites à un médecin, vous pouvez l'utiliser, mais comment le prescrire? Ah, on ne sait pas. Et donc, il a fallu quand même travailler un petit peu, mais je reviendrai un peu sur la question. Alors, le cannabis, je suppose que vous connaissez cela. Normalement, on a une centaine de personnes ici, ça veut dire que 10 à 15% d'entre vous ont consommé du cannabis ou en consomment de temps en temps, mais personne ne va lever la main pour dire « moi, j'en consomme ». Voilà, la preuve est faite. Donc, et je ne dis pas que vous êtes des menteurs, mais je pense que vous n'osez pas le dire. Mais ce n'est pas un problème. En soi, la consommation de cannabis est une consommation qui est en pleine expansion. Et quand on s'intéresse à la plante, je l'ai repris ici, c'est des petites données de botanique, et le cannabis, les cannabacées appartiennent à la même famille que le houblon. C'est un peu le même genre de plantes. Vous savez bien que ce sont les plantes femelles qui sont plus intéressantes pour la consommation. Donc les femmes sont supérieures aux hommes dans le cannabis. C'est un point important et j'adore dire cela. Il n'y a pas que d'ailleurs dans ce domaine-là qu'il faudrait penser les choses comme ça. Et on a plusieurs variétés de plantes. Si vous allez à Amsterdam, vous pouvez trouver un tas de plantes différentes. En Belgique, c'est impossible de faire des choix. Mais vous savez qu'on a le cannabis indica, sativa, le ruderalis, etc. Il y a énormément de plantes. Et l'intérêt de ces plantes, ce n'est pas tellement à l'aspect, je dirais, cosmétique de la plante, qui est très jolie, qui est très ornementale, qui est parfois très odorante. C'est la capacité de fabriquer dans cette plante des substances comme le THC et le CBD. Ça, c'est le point essentiel. Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à découvrir cela? Et c'est pour ça que la première dia, c'était d'Hippocrate aux neurosciences. Je pense que la première personne qui s'est rendu compte que le cannabis fonctionnait sur le cerveau humain n'était pas un pharmacologue, n'était pas un médecin, n'était pas un patient. C'était peut-être un Cro-Magnon ou un Néandertal, ou peut-être encore plus ancien. Et il a dû se promener dans la forêt du côté de l'Asie ou en Europe de l'Est, qui deviendra l'Europe de l'Est, et attiré par une plante odorante, il s'est dit « je vais goûter cela pour voir si c'est bon ». Il a goûté cela, et son expérience n'était pas un rat de laboratoire, mais quelques heures plus tard, il a dû se dire « sapristi, it's fun ». Et donc, il a dû se dire, il s'est rendu compte, sans le savoir, qu'il possédait dans son cerveau des récepteurs au cannabis. Il y a peut-être eu d'autres expériences. Peut-être que simplement le fait de respirer la fumée produite par un incendie de buisson où des plantes de cannabis ont été brûlées, la réaction a sans doute été plus rapide. Ils se sont dit « ouh, il se passe quelque chose quand je passe et que je respire cela ». L'expérience s'est répétée, bien entendu. Mais on ne sait pas à partir de quand on a pu comprendre l'intérêt thérapeutique du cannabis, mais il était déjà là. Ce que les premiers hominidés, avec la conscience d'eux-mêmes, ont pu réaliser, c'est que des plantes avaient des vertus thérapeutiques. L'effet sur l'anxiété a dû être observé, sur la douleur probablement. On ne sait pas exactement à partir de quand ça a commencé, mais on sait que la culture du chanvre apparaît il y a environ 10 000 ans.
Donc c'est quelque chose, c'est quasiment une des premières plantes domestiquées. Vous avez ici sur un appui de fenêtre, vous reconnaissez, c'est un cannabis classique, indica, mais bon, il est encore trop petit pour le voir, il faudra encore le laisser grandir. Je ne vous dis pas où la photo a été prise. C'est peut-être, enfin voilà. Mais bon, c'est intéressant parce que on connaît les endocannabinoïdes au niveau cérébral chez l'être humain, en tout cas mais on ne les a découverts que très tardivement. Et c'est aussi un des problèmes du cannabis, c'est qu'au niveau scientifique, au sens pur, il faudra attendre les années 60 pour qu'on identifie le THC, et il faudra attendre les années 80, plus ou moins, pour identifier les endocannabinoïdes. On est 100 ans plus tard que pour les morphiniques, quasiment. Et donc c'est un point remarquable dans l'histoire de la pharmacologie, parce que l'opium et le cannabis suivent le même chemin, quasiment géographique et quasiment intellectuel, jusqu'au XIXe siècle, où la morphine est identifiée, où l'aspirine est identifiée, physiquement et chimiquement, mais le cannabis pas. Et donc le cannabis va perdre son intérêt médical, puisqu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour cela. Et maintenant, on sait comment ça fonctionne. Enfin, il y a tellement de données sur le sujet que je suis toujours sidéré de me rendre compte que des étudiants en médecine ne savent pas comment ça fonctionne. Dans leur cours de pharmacologie, on n'en parle pas, en tout cas à l'ULB. Je ne sais pas à l'UCL si on en parle. À mon avis, ça doit être une piètre information, mais ça me rappelle ce qu'on disait de la morphine dans les années 80 dans mon cours de pharmacologie. La morphine est un poison dangereux à conserver sous clé chez le pharmacien. Boum. Alors avec ça, on se dit, hein, c'est quand même, et que ça déprime le centre respiratoire, donc très dangereux, 1 mg de morphine, la PCO2 modifiée, etc. Heureusement, les choses ont un peu changé. Même pour le cannabis, c'est un peu pareil, sauf que maintenant, les progrès en termes de connaissances ont été beaucoup plus rapides, et on sait beaucoup de choses, on sait que ça fonctionne, et on sait qu'il y a un rôle homéostasique dans tout cela. Donc c'est un point important parce qu'on est dans cette dynamique-là. Alors je ne suis pas dans le domaine de l'addiction ici, on n'est pas dans le domaine du comportement de recherche d'un plaisir, mais dans la situation où des patients vont utiliser cette substance pour soulager des symptômes. On est dans ce domaine-là. Je ne parle pas des personnes qui utiliseraient le cannabis à des fins récréatives, même s'il y a, bien entendu, un parallèle. Et donc, je vais essayer d'avancer un peu sur le plan de la pratique médicale. On sait beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, et on a vu des schémas de cerveau, on a vu des tas de récepteurs, etc. Bon, ben, le cannabis participe de cette même histoire. On parle du circuit de la récompense. Je ne sais pas si c'est le bon terme, le circuit de la récompense. Je me demande si ce n'est pas simplement un système qui, dans notre cerveau, fait que tout est prévu pour qu'on se sente bien. Je pense que la nature humaine est faite, en tout cas, nous sommes faits pour avoir plutôt du plaisir que du malheur. Personne ici dans cette salle ne souhaite être malheureux. Si quelqu'un souhaite être malheureux dans la vie, qu'il me le dise. On a des amis psychiatres qui pourront s'occuper d'eux. Mais ce n'est pas une intention nécessaire. Nous recherchons avant tout le confort, et c'est sans doute pour ça que le cannabis fait partie de l'arsenal thérapeutique depuis des milliers d'années, puisqu'on l'utilise déjà dans la médecine grecque, dans la médecine égyptienne, etc. On retrouve des récepteurs au cannabis un peu partout dans le cerveau, bien entendu dans le système limbique, on a parlé du circuit de la récompense, le lobe frontal, le cervelet, etc. Il y a très peu de récepteurs au cannabis dans le tronc cérébral, ce qui fait que le cannabis n'est pas un inhibiteur de la respiration, ce qui explique aussi pourquoi il n'est pas létal en tant que tel. Les autres molécules, alcool, morphinique, benzodiazépine, à forte dose, vont déprimer la conscience, ça c'est clair, et le centre respiratoire, et c'est pour ça qu'on peut mourir d'overdose. Mais il n'y a pas d'overdose au sens strict avec du cannabis. C'est un point important à rappeler. Il y a eu quelques travaux qui ont été faits pour identifier la dose létale du cannabis. Elle est 40 000 fois la dose thérapeutique. Alors si vous connaissez, vous voyez le rapport 40 000, c'est énorme. Je suppose que vous connaissez la dose létale de l'aspirine. C'est quelques grammes, hein, une dizaine, 20 grammes, je dirais, d'aspirine. Vous mettez votre vie méchamment en danger. Donc, il faut le savoir dans des conditions, par ailleurs, qui sont assez épouvantables. Alors, le cannabis, il pénètre dans le cerveau. J'avais un petit dessin beaucoup plus simple que les vôtres. Je ne savais pas à quel public j'avais affaire. Mais c'est la DIA que j'emploie tout le temps. Mais vous voyez, finalement, sans se concerter, nous montrons les mêmes choses. C'est rassurant.
Moi, ça me rassure. Je me dis, je ne suis peut-être pas tout à fait à côté du sujet. Et alors, ce qui est intéressant, c'est l'aspect du récepteur cannabinoïde. Le CB1, les CB2, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des cannabinoïdes récepteurs dans le cerveau, système nerveux central, la moelle, etc., même en périphérie, mais également au niveau du système immunitaire. Et ça aussi, c'est intéressant de se poser la question du pourquoi de la chose. Alors, ce qui est interpellant, c'est que ce système a une fonction homéostasique. Mais on ne l'enseigne pas en médecine. C'est assez troublant. J'ai une autre dia qui est un peu plus simple, qui est celle-ci, et qui montre en fait que le récepteur cannabinoïde ressemble un peu au récepteur morphinique, en tout cas le récepteur mu. Une structure complexe extracellulaire, une structure transmembranaire, une structure intracellulaire. On en retrouve un peu partout. Et donc c'est intéressant de savoir cela, parce qu'on peut utiliser ce récepteur avec des effets particuliers. L'activation du récepteur cannabinoïde provoque une inhibition présynaptique qui bloque des influx nerveux, mais qui a aussi un effet favorisant d'autres phénomènes. Je ne vais peut-être pas trop m'avancer sur les aspects pharmacologiques. Simplement pour vous montrer à quoi ressemblent les molécules. Vous avez les médicaments, entre guillemets, médicaments naturels, THC et CBD, et en dessous l'anandamide, qui est la molécule naturelle que nous produisons nous-mêmes dans notre cerveau, et l'arachidonylglycérol, qui est une autre molécule. L'anandamide est la première molécule endocannabinoïde identifiée, qui doit son nom au terme sanskrit ananda, qui veut dire félicité intérieure, internal bliss. Je trouve ça fun, moi aussi, d'appeler une molécule ananda, et on a mis amide parce que c'est une amide, mais enfin, soit. Mais je trouve ça intéressant, parce que c'est une référence un peu à ce que représente cette molécule. Et donc, quand on dit à un patient qu'il va se sentir bien avec un traitement, je pense que c'est assez rassurant. Mais nous n'utilisons pas ces molécules en clinique. On pourrait utiliser le THC et le CBD. On l'utilise ailleurs en Belgique et dans d'autres pays sous la forme du Sativex, qui est un spray buccal, mais qui n'est autorisé que dans certaines indications spécifiques, notamment la sclérose en plaques, et pas dans toutes les indications de la SEP, uniquement en cas de spasticité. Ce qui veut dire que le nombre de personnes susceptibles de bénéficier du médicament est extrêmement réduit, alors que d'autres pathologies pourraient en bénéficier, notamment dans le traitement de la douleur, et dans la douleur chronique, et dans la douleur liée au cancer. Donc on est dans une situation un peu paradoxale, où on a un produit efficace, il y a quand même assez de données maintenant sur la question, mais qui n'est pas facilement disponible. Je vais un peu avancer là-dessus. Peut-être vous rappeler la physiopathologie de la douleur. Voilà, je vous ai montré ça, c'est une dia absolument extraordinaire. Donc tout est écrit là. Je vais bien évidemment passer, parce que c'est très complexe. Et je vous le dis simplement parce que dans les années 80, quand on enseigne le traitement de la douleur en médecine, c'est extrêmement rudimentaire. On parle à peine du système PORT de Melzack et Wall, et puis quelques données pharmacologiques. Et en 20 ans, 30 ans de recherche, on est arrivé à une situation extrêmement complexe. On se rend compte que la douleur est un phénomène très compliqué. La douleur est un phénomène naturel dans l'espèce humaine, mais qu'il faut combattre, au même titre que la souffrance d'ailleurs. Et donc, c'est important de bien connaître les mécanismes qui sont en jeu. Et c'est quand cette diète est évidemment très symbolique, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas contrôler la douleur avec une seule molécule. Et c'est un peu comme pour les problèmes d'addiction, enfin, c'est un peu la même réflexion. Il faut adapter le traitement à la personne, à la situation claire, parce que toutes les douleurs ne se ressemblent pas, même si les causes sont identiques. Une métastase osseuse chez un patient ne sera pas vécue de la même façon chez un autre patient, même si la localisation est identique. Et donc, il faut adapter le traitement aux patients, c'est, je pense, un point important. Alors, on va avancer un petit peu. Vous rappelez aussi que l'évaluation de la douleur n'est pas scientifique. Elle est extrêmement humaine. Il n'existe pas de machine qui permet de mesurer la douleur d'un patient. On pourrait peut-être l'imaginer. On peut faire des résonances magnétiques cérébrales fonctionnelles. On peut faire des PET scans et dire oui, le patient a une activité cérébrale qui est liée à un phénomène douloureux. Mais on ne peut pas en connaître ni la cause exacte, ni l'intensité, ni ce que ça représente pour le patient, ni ce que ça provoque comme réaction chez la personne. Donc on ne peut pas mesurer scientifiquement la douleur. C'est une expression humaine. Alors on me dit oui, mais la douleur, c'est subjectif. C'est vrai qu'elle est évaluée subjectivement, un peu comme le questionnaire que le professeur de Mathéis a montré tout à l'heure, toutes les motivations qui font que quelqu'un prend une drogue ou une molécule, mais on verbalise un comportement, mais on ne peut pas toujours très bien exprimer les choses autrement. Eh bien, pour la douleur, c'est pareil, c'est ce que le patient nous en dit qu'elle est.
Et alors, j'ai coutume de dire, on dit que la douleur est subjective, elle est peut-être subjectivement exprimée, mais elle est objectivement ressentie. Et ça, c'est un peu comme pour la souffrance. La souffrance psychique, elle est purement subjective, mais elle est objectivement ressentie par la personne. Et c'est par le fait de verbaliser ce que l'on ressent que l'on peut comprendre ce que la personne vit. On touche à la fois là dans un domaine éthique qu'on appelle l'éthique narrative, et c'est peut-être ce que vous faites sans le savoir, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous faites de l'éthique narrative en demandant au patient qu'est-ce qui l'amène à consommer une drogue, et pour la douleur c'est un peu pareil, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce que ça représente dans votre vécu. Et donc on est vraiment dans cette dimension-là, où il faut comprendre un peu les choses. Alors, petite allusion à l'opium, ça c'est le papaver somniferum, ça n'est pas dans mon jardin, je vous promets, mais vous pouvez avoir du pavot dans votre jardin. Le pavot ornemental est sans danger, enfin, il faut en manger des kilos pour avoir des petits problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a isolé la morphine au 19e siècle et le cannabis au 20e siècle, pour des raisons purement techniques. Enfin, peut-être qu'un pharmacologue pourra m'expliquer exactement, mais le cannabis, vous savez qu'il faut l'extraire dans des structures lipidiques et pas aqueuses ni alcooliques, ou dans d'autres façons. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on extrait le cannabis pour en faire du beurre. Le beurre de Marrakech, c'est simplement bouilli. Enfin, vous savez comment on fait, je suppose. Hein, vous voulez que je vous explique comment on fait C'est pas difficile, mais enfin, on en pourra. Et là, j'avais aussi une dia sur la tolérance à la dépendance, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais je pense que c'est toujours la question. J'étais hier dans une autre ville, ici à Moucron, devant un parterre de personnes du 3e âge qui font leur conférence de l'après-midi pour parler du cannabis. Elles étaient toutes très intéressées. Toutes. Avec d'abord l'idée, le cannabis c'est une drogue. C'est dangereux, ça rend fou, c'est des criminels, etc. Et alors, il a fallu leur expliquer que non. Le cannabis, ça peut être un médicament aussi. Et qu'il faut peut-être aller chercher plus loin, et que la dépendance et la tolérance, ce ne sont pas forcément des phénomènes qui traduisent une toxicomanie. C'est un problème que l'on rencontre avec des médicaments, des patients qui se soignent. Et on a parlé de l'asthmatique tout à l'heure, qui ne doit pas trop utiliser son vaporisateur, mais un asthmatique qui n'a pas son vaporisateur dans sa poche devient anxieux. Ça devient un drame. Le patient diabétique a besoin de son insuline et qui n'a pas son insuline, il est parti, il a oublié de prendre ses seringues, ça devient un drame. Hein. Donc l'anxiété n'est pas liée à un manque. Là. C'est la peur de manquer son traitement avec le risque d'avoir les problèmes que ça représente. Donc il faut quand même bien mesurer tout cela. Alors, on a fait quelques études avec le Sativex. On a été quasiment en Belgique, un des premiers centres abordés à utiliser ce médicament. Il y a eu des publications que Maggie De Block, qui est notre ministre, peut-être que pour les Suisses, ils ne savent pas qui c'est, mais Maggie De Block, qui est notre ministre de la Santé, ignore. Le cannabis, c'est un mauvais médicament, ça ne sert à rien. Elle l'a même dit à la télé, c'est quand même assez redoutable. Quand elle est médecin, en plus, elle devrait peut-être lire autre chose que les bulletins du parti, quoi. Elle devrait peut-être lire aussi les revues scientifiques. Et on a eu des travaux qui ont montré l'intérêt de ce produit. Ça fonctionne. Alors, ça ne fonctionne pas chez tout le monde, mais quand ça fonctionne bien. Et donc ça, c'est un point important. Il y a beaucoup d'études, je ne vais pas trop m'étendre, mais alors ceci est un point important. C'est reconnu comme phénomène pharmacologique. Ça a été publié dans une revue consacrée, qui est destinée aux néphrologues, et il se penchait sur la question de savoir quel est le meilleur traitement antidouleur pour les patients insuffisants rénaux. Donner des anti-inflammatoires à un insuffisant rénal, c'est dangereux, on risque de bousiller ses reins. Donner des morphiniques, c'est problématique parce que l'élimination rénale est difficile. Et donc, il propose le cannabis comme alternative vraiment intéressante pour le traitement de la douleur de ces patients, ce qui est quand même pas mal. Alors les néphrologues sont des gens tout à fait bien, et ce ne sont pas des gens farfelus. Quand ils parlent du cannabis, ils parlent dans l'intérêt du patient, pas simplement pour dire qu'il faut fumer des pétards, mais ils disent, et alors, dans une des publications, on reprenait les effets intéressants obtenus par ces molécules, THC ou CBD. Quand on voit cela, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces produits disponibles dans le traitement des patients? Parce que ça, c'est un point inquiétant, puisque la problématique majeure du cannabis chez nous, en tout cas en Belgique, pas comme en Suisse, on ne peut pas se procurer le médicament Sativex en dehors de l'indication, ou alors les patients vont se fournir auprès de vendeurs qu'on peut trouver au coin des rues assez facilement, ou sur Internet, ou de différentes façons, ou cultiver eux-mêmes leurs plantes. Donc on est dans une situation problématique par rapport à la thérapie pour les patients.
Dans une étude qui a été menée aux États-Unis, je vais y arriver, donc qui a été publiée en 2017 dans Cancer, donc il y a quand même une grosse revue de cancérologie, ils ont étudié la façon avec laquelle les patients utilisent le cannabis et pourquoi ils l'utilisent. Vous savez qu'aux États-Unis, ça a un peu bougé. Les États-Unis, c'est un pays, enfin, c'est une région intéressante sur le plan de la sociologie, de la philosophie, de l'idéologie, etc. Mais il y a des choses remarquables qui se passent. Et donc, on peut étudier maintenant des patients qui consomment du cannabis. On va même légaliser le produit en Californie. Donc, il se passe des choses et dans d'autres États. Et la façon de consommer le cannabis relève de l'imagination de l'être humain. Donc on est capable de consommer du cannabis de différentes façons, vous le savez. Il y a le fameux pétard, il y a aussi les space cakes, mais il y a aussi les nébulisateurs, il y a aussi les tisanes, il y a aussi différentes façons de consommer cela. On peut faire des biscuits, des gâteaux, etc. Il y a des tas de choses et les patients utilisent cela. La meilleure façon de consommer le cannabis, c'est le vaporisateur, qui est moins toxique au niveau de l'inhalation et qui a une meilleure biodisponibilité, mais il faut disposer du matériel. C'est disponible au Canada, on en trouve en Allemagne, je pense qu'on en trouve aussi en Suisse. J'étais à Lausanne il y a quelques mois pour un débat sur le cannabis médicinal, et il y avait un amphithéâtre comme ici, et à côté, il y avait les producteurs de cannabis qui présentaient leurs produits. Donc vous imaginez, vous sortez de la salle et vous avez des plantes de cannabis, des fleurs de cannabis, des tisanes, des sirops, des huiles, etc. Ça, c'est la Suisse. On pense toujours que la Suisse est un pays comme ça, ouais, bon, ils ne sont pas très rigolos. Eh bien non, c'était plutôt rigolo. Je trouvais ça vraiment très très sympathique. Avec bien entendu une législation qui permet de produire des substances, des produits à base de CBD en toute légalité. Et donc on peut s'en fournir. En Belgique, c'est évidemment un peu plus compliqué. Les motivations pour lesquelles les patients utilisent le cannabis sont reprises ici. C'est assez intéressant. Il y a les symptômes physiques, la douleur bien entendu, les nausées liées à la chimiothérapie, les troubles de l'appétit. 3 éléments que l'on connaît depuis toujours, qui sont connus depuis l'Antiquité. Et alors évidemment les problèmes neuropsychiques, le stress, les problèmes liés à la maladie, donc comment le coping avec la maladie, les états dépressifs, les problèmes de sommeil, et alors évidemment il y a l'aspect récréatif, et aussi la pensée un peu magique que ça traite le cancer. Mais elle n'est pas si magique que ça, puisqu'il y a des études qui sont maintenant réalisées notamment en Israël, où on étudie différentes souches de cellules cancéreuses exposées à des dérivés cannabinoïdes pour observer s'il y a une croissance ou non, ou même une réduction de la croissance des cellules cancéreuses. C'est évidemment in vitro, on est loin du traitement du cancer, mais il y a des données qui indiqueraient qu'il pourrait y avoir peut-être un effet intéressant dans ce domaine-là. Donc on n'est pas dans un domaine où les connaissances sont rudimentaires, on a fait énormément de progrès. Il y a eu aussi des travaux qui ont été faits chez, bien entendu, le problème c'est chez l'enfant, la femme enceinte, etc. Je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a des données qui montrent que durant l'accouchement, le cannabis pourrait être intéressant pour éviter les douleurs de l'accouchement, mais pour la lactation, pour la grossesse, il faut évidemment être beaucoup plus prudent. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus pour ne pas être trop long et respecter le timing. Mais les autres, vous n'avez jamais dit qu'ils devaient s'arrêter. Hein. C'est pas sympa. C'est toujours les petits Belges qu'on écrabouille. Hein. Bon. Et ce qui est intéressant, on a dit, je vais terminer avec ça parce que pour les idées reçues, le cannabis est rempli d'idées reçues. Si on fait une enquête, on va raconter tout et n'importe quoi. Mais on dit que le cannabis provoque des troubles psychotiques ou de la schizophrénie. Alors, c'est très difficile de le savoir. Pour le prouver, il faudrait faire un suivi de cohorte de fumeurs de cannabis qui soient officiellement identifiés et voir combien parmi eux vont développer une schizophrénie. C'est éthiquement difficile et légalement impossible. Et donc, on n'a que des données rudimentaires. Mais on sait que l'anandamide, la molécule naturelle endogène, est plus élevée dans certains états psychotiques. Et alors, on a dit c'est l'anandamide qui provoque la schizophrénie. Or, la réflexion est tout autre. Il est plutôt logique de penser que l'anandamide s'élève dans le LCR pour compenser le trouble provoqué par la schizophrénie. C'est un peu une réaction physiologique à un état pathologique, si on peut parler comme ça. Et des traitements de la schizophrénie ou de troubles psychotiques ont été lancés avec des études utilisant le CBD dans des états des troubles psychotiques, notamment, avec la misulpride en comparaison, et on montré une supériorité du CBD dans ces situations-là, avec moins d'effets secondaires. Et donc ça, c'est aussi un point important, puisqu'on jette un peu la pierre sur une molécule sans bien la connaître. Je vais passer un peu, je ne pensais pas que j'avais que 20 minutes, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais terminer simplement avec une phrase de Jules Bordet,
Comme ça me ramène à mon institution, en français et en anglais. Mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, et ce que je viens d'entendre est un peu dans ce sens-là. C'est qu'il faut bien entendu être intéressé avec ce que l'on fait, mais surtout aller voir ce qui se fait ailleurs. Et quand on est un pharmacologue, ou quand on est un philosophe, quand on est un médecin, c'est d'aller voir ce qui se fait un petit peu ailleurs dans le domaine qui nous concerne, ou même dans un domaine un peu différent, pour se rendre compte qu'on peut progresser, et que c'est comme ça qu'on peut avoir un autre éclairage de sa pratique, et c'est comme ça qu'on ne fonctionne pas comme un normopathe monomaniaque. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste intervenir parce qu'il y a quelque chose qui me semble important à dire, c'est qu'il y a une grosse différence quand même entre le THC et le cannabidiol. Et ce sont des composants du cannabis, mais qui n'agissent pas du tout de la même manière. Dans le THC, on a un agoniste CB1, CB2, qui va diminuer les taux d'anandamide, tandis que dans le cannabidiol, c'est l'inverse. On a un antagonisme CB1, CB2 qui va augmenter les taux d'anandamide. Donc c'est complètement différent, et je pense que je trouve important les mots parce que le cannabis, ce n'est pas du cannabidiol. Le cannabis, c'est aussi du THC. Et on a pu assister à une conférence donnée par, je pense, le docteur Igatura du Canada, qui disait que depuis la légalisation du cannabis, les taux de THC étaient montés jusqu'à 25 à 30%. D'accord ? Et donc, le cannabis de nos parents, l'ancien cannabis à la base, il n'avait que 4% de THC. Et ce THC, il était compensé par le cannabidiol présent naturellement dans la plante. Ce qui n'est plus du tout le cas sur le cannabis qu'on prend aujourd'hui, qu'on achète aux Pays-Bas, et qui a quand même 25 à 30% de THC. Et quand ils ont essayé de légiférer et de diminuer les taux de THC à 16%, ils n'y sont plus jamais arrivés. Et donc, je pense que c'est très important dans notre discours. C'est que peut-être celui de votre jardin a toujours 4%, mais celui que les gens vont acheter à l'extérieur, s'il a effectivement 25% de THC, on n'est plus dans un produit qui va vers l'antidouleur, on est dans un cannabidiol qui est quasi inexistant et qui ne peut plus couvrir au niveau de l'antidouleur, et par contre avec des altérations psychiques qui sont très importantes. Bien sûr, mais voilà, je voulais juste souligner ça. Je n'ai jamais dit le contraire. Donc, je crois que j'aurais peut-être dû le dire au départ, c'est que le problème, c'est qu'on confond à la fois la plante dans les discussions et les molécules. Le THC et le CBD sont dans le Sativex à dose quasiment équivalente, et le CBD compense un effet désagréable du THC qui est la tachycardie. Mais le THC a aussi un effet quand même antidouleur, mais à des doses modérées. Et le drame, mais ça j'en ai pas parlé, c'était pas le but, hein. Le drame, c'est ce qui circule maintenant. Ouais. C'est les saloperies qu'on vend et que les gens achètent et que des jeunes consomment avec des taux de THC qui dépassent même les 20%. Ça va beaucoup plus haut. Et alors, quand on les vend, on mélange ça avec d'autres substances. Ouais. Donc ça, c'est un autre problème. Je pense qu'en tant que médecin, on doit parler de la molécule qu'on utilise. Et je préconise le CBD, le cannabidiol. Je ne vais peut-être pas insister là-dessus. C'est sans doute la molécule la plus pratique et la moins problématique, puisqu'il n'y a pas d'effet psychomimétique. Celle qu'on prescrit alors, pas celle qu'on met dans son jardin et qu'on va chercher aux Pays-Bas pour faire une petite culture. On n'a aucun contrôle. Oui, c'est ça. Donc ça, je ne sais pas. Et dans la rue, c'est encore pire. Donc le drame, c'est ça. Je n'ai pas parlé du cannabis, je dirais, de contrebande. Hein. Oui, mais celui qu'on a dans son jardin, on n'en sait rien. Ça dépend des graines que vous achetez, à qui vous les achetez. Mais ce n'était pas le sujet de ma discussion. Hein. Je pensais que c'était important de le... Oui, mais il faut le signaler. Mais on est dans un autre domaine. Hein. Un autre domaine. Questions dans la salle. Un petit commentaire. Je pense qu'on peut faire exactement le même parallèle avec les morphiniques, hein, où effectivement aujourd'hui on a bien le médicament utilisé de manière appropriée sur la bonne douleur qui va bien avec le bon médicament prescrit de manière adaptée avec des formes d'action rapides, des formes d'action prolongées. Et puis, effectivement, aujourd'hui, et tout le drame des États-Unis, avec un nombre extrêmement important de sujets qui décèdent, où on retrouve notamment des produits qui sont boostés avec des fentanyloïdes donc artisanaux, hein, donc pour effectivement renforcer la puissance. On est exactement dans le même problème avec le cannabis vendu pour des raisons addictives et pour accrocher avec des niveaux de THC associés à des cannabinoïdes de synthèse dans certains cas. Donc on voit bien effectivement ces mélanges qui n'ont pas effectivement les mêmes raisons de commercialisation, entre guillemets, l'un pour effectivement un visée médicinale et l'autre, effectivement, on est dans une autre dimension.
Bonjour, je suis assistante en psychiatrie en première année et en fait, je travaille avec des jeunes adultes et j'ai compris que le CBD était maintenant accessible pour tout le monde avec des vaporettes spéciales, enfin en tout cas dans des shops qui vendent ça. Et je voulais savoir quelle est notre possibilité en tant que médecin de prescrire ça ou peut-être de les conseiller quand ils vont acheter du CBD dehors. Le problème, en tout cas pour la Belgique, c'est qu'on ne peut pas le prescrire, c'est pas considéré comme médicament, et il est accessible dans des boutiques qui ouvrent et qui parfois ferment parce on empêche les personnes de poursuivre leur activité. Donc dans l'absolu, la problématique en tant que médecin pour moi, c'est que des patients consomment du CBD qu'ils se procurent soit sur Internet, soit dans des boutiques, soit aux Pays-Bas, soit comme ça. Et donc, on n'a aucun contrôle sur la qualité, sauf qu'on sait que dans certains endroits, c'est de qualité. Et encore une fois, je sais qu'en Suisse, il y a des producteurs qui sont vraiment hyper méticuleux pour produire un CBD de qualité, etc. Donc, on ne peut que conseiller les patients de s'assurer de l'origine. Maintenant, si on pouvait le prescrire, effectivement, ce serait intéressant avec des présentations de concentration variables. Souvent, ce sont des huiles à 3%, 5%, où il y a des capsules à 15 mg. Ça dépend un petit peu, mais on est vraiment mal placé en tant que médecin pour prescrire cela parce qu'on ne peut pas le prescrire, ce n'est pas un médicament. Donc on ne peut donner que des conseils ou s'inspirer de ce qui est donné dans la littérature. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai ma consultation douleur. Je sais que la moitié des patients vont me parler du cannabis, c'est clair. Et ils vont me montrer ce qu'ils ont acheté. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas. Ce sont des belles boîtes, c'est très, très coloré en général, c'est très, très rigolo, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur la qualité. Donc, il faut absolument s'assurer de la provenance. Moi, je conseille des sites internet de référence, notamment en Suisse, où il y en a même en République d'Irlande, où c'est autorisé également et de qualité, mais je ne peux pas le prescrire. Donc ma caution morale s'arrête là. En tant que médecin, je dis c'est possible que ça vous aide, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera un produit de qualité là où vous allez l'acheter. Je pense qu'aux Pays-Bas, il y a moyen aussi d'en trouver. Le problème de la Belgique, c'est qu'on est complètement perdu dans cette histoire, avec un interdit légal de la consommation du cannabis, du chanvre, parlons comme ça, mais aucun aspect thérapeutique n'est vraiment développé avec le CBD et l'association THC-CBD, le Sativex. Donc on est complètement dans un monde un peu absurde. Et peut-être que ça va bouger. Mais vous devez simplement avoir un devoir d'information. Vous ne pouvez pas donner beaucoup plus d'éléments et on ne peut pas faire d'ordonnance. Ou alors vous pouvez prescrire du cannabis naturel, médical, qu'on peut se fournir en Hollande, le Bedrocan, le Bédiol. Ça, c'est du cannabis reconstitué avec une concentration de THC qui n'est pas très élevée et qui reste de l'ordre thérapeutique. Et dans certaines pharmacies hollandaises, on peut le délivrer qu'une ordonnance belge. Mais on fait quelque chose qui est complètement inadéquat en termes de liberté thérapeutique et en termes de liberté tout court par rapport à nos patients. Donc ça, je crois qu'on est dans... C'est un sujet qui n'est pas clos, mais je crois qu'il faut changer, ce sont nos dirigeants, quoi. Enfin, en tout cas leur façon de penser ou les changer eux-mêmes. J'aimerais apporter un petit complément d'information. Je suis neurologue de formation, en plus d'être professeur d'addictologie pharmacologie. Et une des problématiques aujourd'hui, c'est la prise en charge de la douleur, où très clairement, au-delà, je dirais, de la pharmacologie, c'est la connaissance même des différents mécanismes de douleur, des différents types de douleurs et leur prise en charge. Et parfois, même les centres de la douleur sont en difficulté, hein, on le voit bien. Et d'ailleurs, on voit que dans leur démarche, ils ont une gradation effectivement dans l'utilisation des médicaments. Les opioïdes en font partie, les antipyrétiques en font partie, mais la kétamine en fait partie aussi. Et on voit parfois une application presque un peu systématique des molécules. Et parfois, on perd même, je dirais, la compréhension mécanistique sous-jacente. Donc, ce qui veut dire que tous les médicaments effectivement qu'on est en train d'évoquer, que ce soit les opiacés, que ce soit, on va dire, la famille du cannabis ou la kétamine, ce sont des produits qui sont très utiles, qui rendent service, mais finalement, lorsque leur usage n'est pas très bien codifié, pas très bien encadré, surtout lorsqu'il s'agit de patients qui ont des douleurs chroniques, qui ont une vulnérabilité psychologique sous-jacente qui est très fréquente, il y a un risque finalement de dérapage et de développer un trouble de l'usage. Et donc, avant tout, c'est d'abord bien identifier effectivement quel est le trouble sous-jacent, savoir à qui on s'adresse, parce qu'effectivement, il y a des personnes plus à risque de développer une addiction, et ensuite être très prudent, là aussi, dans les médicaments qui sont proposés, sans partir forcément dans une escalade thérapeutique où on voit. C'est d'ailleurs pour ça que la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur a défini de nouvelles recommandations en 2016 en France, parce que je suis français, je ne suis pas suisse,
Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et effectivement, parce qu'il y a eu à un moment donné donc l'usage qui n'était pas forcément approprié des différents médicaments et l'important de hiérarchiser de manière adaptée pour éviter justement de passer de l'usage aux troubles de l'usage. Bien, y a-t-il des questions encore dans la salle? Je crois qu'il nous reste à remercier vivement nos orateurs. Notre coprésidente qui a organisé cette session avec beaucoup d'enthousiasme, et je vous remercie de votre présence. Merci.